crois que vraiment, le cancer m'a aidée à oser vivre, à oser vivre mes rêves, mes envies, voilà. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Séverine, une boule d'énergie et d'optimisme. Une entrepreneuse multirécidiviste dans le monde associatif. Une sacrée bonne femme aux sacrées ressources. Elle regorge d'idées et de projets et elle les met en place. Elle ose. Oui, elle ose. Elle ose vivre ses rêves et ses envies. C'est ce qu'elle nous dit. Ce cancer m'a appris à oser. Merde quoi, je n'ai qu'une vie. Qu'est-ce que je risque d'essayer ? Je la rejoins sur toute la ligne. À 39 ans, avec 2 jeunes enfants, elle apprend qu'elle a un cancer du sein agressif. Elle a eu le all-inclusive de la cancéreuse, ce sont ses mots pour apporter une touche d'humour. Le package chimio, rayons, ablation, reconstruction mammaire avec 2 S, donc en plusieurs étapes, hormonaux. Séverine nous dit que se projeter directement dans la reconstruction physique l'a aidé à accepter l'inacceptable, perdre un sein. Certaines personnes préfèrent consolider la reconstruction psychique avant de se lancer dans la physique. Pour Séverine, c'était différent. Elle s'est projetée reconstruite avant même d'avoir perdu son sein, et ça l'a portée. Ce qui l'a fort portée aussi, ce sont les réseaux sociaux, et en particulier les témoignages positifs des autres femmes, jeunes aussi, qui étaient passées par là. Elle se disait qu'elle voulait, elle aussi, vivre la maladie de manière positive, comme ces femmes. J'en cite une en particulier, Lily Sohn, que vous connaissez peut-être, qui a écrit La guerre des tétons, et qui a été une de ses grandes sources d'inspiration. Et j'avoue que pour moi aussi, je regardais ses vidéos en boucle quand j'ai appris mon cancer, et je me disais, si elle a réussi à vivre sa maladie aussi positivement, moi aussi je suis capable de la vivre de cette manière. Alors je dis positivement, mais je ne nie en rien la difficulté parfois bien trash du réel. Et Séverine ne la nie pas non plus. Il y a eu des moments vraiment durs, elle ne s'en cache pas, mais ses projets et sa communauté l'ont portée. Elle parle de cette force qui émane de la communauté à laquelle elle donnait beaucoup et qui lui rendait énormément en retour. Ce qui est très inspirant quand on écoute des témoignages des autres femmes, c'est qu'on se rend compte que l'après, qu'on avait peut-être imaginé moins bien quand on est en plein traitement, n'est en fait pas moins bien. Différent certes, mais parfois même meilleur. Je la laisse raconter ses projets, le salon des cafeteuses, des gommes crabes, oser la résilience et j'en passe. Elle a toujours eu besoin de créer et d'être dans l'action et elle a fait bouger les choses. Je lui ai demandé comment elle avait vécu l'après-cancer et elle a répondu avec une sacrée touche d'humour qu'elle a continué à mettre en place plein de projets dans le monde du cancer, probablement pour se protéger de l'après-cancer. Tiens donc, ça résonne en moi. La famille et l'entourage ont envie de tourner la page, et la tournent d'ailleurs. Mais les patientes ont encore souvent besoin d'en parler avec des personnes qui ont été touchées, même encore quelques années après. C'est important. C'est ce qu'on voit souvent. Beaucoup de femmes restent impliquées dans ce domaine quelques années après. Et l'entourage ne perçoit pas que c'est un besoin réel pour certaines. Les remarques sont parfois maladroites. Mais pourquoi tu restes la tête dans le cancer, tu n'en sors pas ? Tu n'en sortiras jamais. Chacune et chacun son rythme. Séverine a beaucoup donné à sa communauté et elle continue. Merci à elle. En plus de mentionner que ce cancer lui a appris à oser, il lui a donné la capacité de vivre dans le moment présent. Elle nous dit « Je vis un jour à la fois. Je n'ai pas du tout envie d'anticiper 20 ans à l'avance. Tant de choses peuvent arriver. » Et la vie lui a montré que tout peut basculer en 1 heure. Séverine ose vivre et elle se laisse porter par la vie, par ses rêves et par ses projets. Aujourd'hui, elle est devenue community manager pour des marques liées au cancer. Je vous invite à aller voir ses réseaux car c'est vraiment sympa et très instructif. Bienvenue à Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Delphine, merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravie.
Alors, merci Séverine. Moi, je suis hyper honorée que tu aies accepté de venir parler sur le podcast parce que tu as un programme très chargé, beaucoup de projets dont on va parler. En fait, on va plutôt se focaliser, comme on a discuté déjà un petit peu auparavant, sur l'après-cancer, comment tu as rebondi après ton cancer. Et puis, ça va nous amener inévitablement à la fameuse définition de la résilience, comment rebondir après son cancer et peut-être même plus, en fait, comment transformer l'obstacle en tremplin. Alors, juste pour commencer, peut-être, pour celles qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais juste nous dire le cancer que tu as eu, les traitements que tu as eus, et puis comment ça s'est passé, si tu t'es lancé dans une reconstruction, et puis après... Voilà, je serais ravie que tu nous expliques tout ce que tu as fait pour rebondir après ton cancer et tout ce que tu as mis en place. Eh bien, écoute, pas de souci, avec plaisir. On commence donc par le commencement. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 39 ans. Non, il n'y a pas 39 ans, j'avais 39 ans, pardon. Sinon, j'étais très, très jeune. Sinon, tu étais très, très jeune, oui. Donc, en fait, c'est moi qui ai senti une boule dans mon sein. J'avais pris l'habitude de m'autopalper régulièrement. Donc, de là, je suis allée voir mon médecin traitant, qui pensait que c'était plutôt anodin à mon âge, mais voilà, qui n'a pas voulu prendre de risque, qui m'a orientée faire une mammographie. Et donc, dès le lendemain, voilà, j'ai su, de par les résultats de la mammographie, que c'était cancéreux. Donc, forcément, gros stress, voilà, comme tu connais aussi. Avec tes enfants avec quel âge? Alors, mes enfants avaient 12 et 14. Et donc, voilà, après, ça s'est enchaîné très, très vite. Donc, je suis allée, moi, au Centre Léon-Bérard, Centre d'oncologie de Lyon, donc avec des examens pendant 1 mois, etc., etc. Et puis, j'ai attaqué les traitements. Alors, comme je dis souvent, j'ai eu le package all incluse. Donc, en fait, j'ai commencé par 6 mois de chimiothérapie dans l'espoir, en tout cas, de sauvegarder mon sein. Malheureusement, ça n'a pas été possible. La tumeur a bien réagi à la chimio parce que du coup, ça l'avait complètement supprimé, mais trop de microcalcifications, trop de risques de récidive en tout cas. Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ouais. Donc, j'étais jeune, voilà. Donc, j'ai eu une mastectomie, j'ai eu un curage axillaire. Et les ganglions n'étaient pas... Alors, les ganglions n'étaient pas atteints, en tout cas, quand ils ont tout enlevé et au résultat, c'était pas atteint. Mais voilà, jeune, voilà, ils voulaient pas prendre de risques, donc voilà. Donc ensuite, j'ai eu la radiothérapie. J'avais aussi commencé pendant la chimio mes injections d'immunothérapie d'Herceptine puisque j'avais une tumeur HER2++. Tout à fait. Et puis là, je suis encore sous hormonothérapie pour maintenant encore 1 an et demi. Oh, tu vois bientôt le bout. Voilà. Ça s'approche. Et voilà, ensuite j'ai attendu 1 an, puisque voilà, c'est ce le radiothérapeute m'avait dit, il faut quand même que les tissus se remettent un peu en place après les rayons, soient suffisamment bons pour pouvoir envisager la reconstruction. Oui. Donc c'est quelque chose que je te cache pas que j'attendais avec impatience. Moi, quand on m'a dit comment enlever le sein, c'était c'est quand même dur à entendre. Et pour moi, c'était vraiment important de me projeter dans cette reconstruction. Ça m'a permis de mieux accepter l'inacceptable et de me dire que c'était une période de ma vie et qu'après, je ne retrouverai pas mon sein. Mais j'insiste bien là-dessus parce que c'est un nouveau sein. C'est pas si évident que ça à se l'approprier. Et donc, j'ai enchaîné après. Toi, en revanche, ça t'a vraiment très fort aidé d'imaginer tout de suite la reconstruction, en fait, avant même qu'on te l'enlève. Ah oui, moi, j'ai commencé à en parler à la chirurgienne et à me renseigner, alors avant même que j'ai eu la mastectomie, dès que j'ai su, en fait. Oui, tout à fait. Après, c'est mon choix. Chaque femme est différente. Moi, en tout cas, j'avais vraiment besoin de ça, de savoir que je pouvais me projeter là-dedans pour, comme je te disais, accepter ce qui n'est pas acceptable, quoi. C'est une mutilation qu'on vit. Fait, donc, voilà. Ça te donnait du courage, quoi, déjà d'imaginer l'après. Ouais, ça me donnait je sais pas si c'était du courage, mais en tout cas, ça me permettait de mieux accepter parce que je me disais que c'était un moment de ma vie et que c'était temporaire. Oui, tout à fait. Et donc ensuite, j'ai enchaîné par une année de chirurgie. J'ai eu 3 chirurgies pour la reconstruction. Donc moi, j'ai choisi la méthode du lambeau grand dorsal. J'avais pas envie en fait d'avoir une prothèse et un corps extérieur. Comme moi, ça me convenait pas. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait le grand dorsal. Donc la première opération, effectivement, c'est quand même une opération un petit peu lourde. Il faut un petit peu de temps pour récupérer après, derrière. C'est pas anodin.
Ensuite, j'ai eu 2 lipomodelages. J'ai choisi de ne pas faire de chirurgie pour reconstruire le mamelon, le téton, parce que honnêtement, j'en avais un peu ras-le-bol des chirurgies. Ça n'avait pas vraiment une importance pour moi qu'il y ait un relief ou pas, parce que de toute façon, t'as pas de sensibilité. Enfin, c'est plus une zone érogène. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai fait un tatouage 3D et je suis du coup très très contente de cette reconstruction. Oui, tu as évité une 4e chirurgie, quoi. Donc, non, j'en avais pas c'est envie. lourd, hein. Oui, c'est lourd. C'est lourd, oui, surtout après une année de traitement. Oui. Ouais, c'est ce que je dis souvent, il faut vraiment faire la reconstruction quand on est prête. Il n'y a pas de le bon moment, en fait, c'est quand on est prête. Si c'est tout de suite, c'est tout de suite. Si c'est 10 ans après, c'est 10 ans après. Il faut le faire pour soi, pas parce que le mari ou je ne sais qui va mettre la pression, parce que c'est quand même c'est un long parcours. C'est un long parcours. Ah oui, moi je trouve que c'est vraiment le parcours de la combattante quand même, hein, parce que après. Avec un an de soins avant qui a déjà été lourd. Exactement. Voilà. Moi, à aucun moment je n'ai regretté de l'avoir fait, mais parce que j'étais prête. Je voulais aller là-dedans, mais c'est important de le dire. Il faut se sentir prête. Se sentir prête, et il y a pas de règles, hein. Finalement, ça peut être 1 an, 2 ans. C'est vrai que après l'année de chimio et de tous les traitements, il faut encore les encaisser, mais voilà, là, tout ça, c'est derrière toi. L'hormono, c'est bientôt fini, donc ça sera quand même une grande étape aussi. Ouais. Alors, voilà, rebondir après le cancer, transformer même l'obstacle en tremplin. Alors, raconte-nous tout ce que tu as créé, et puis qu'est-ce qui t'a poussé à créer tout ce... je vais pas prononcer le nom parce que le nom est déjà génial, c'est toi qui vas raconter. Mais voilà, quelle a été ta motivation pour ce fameux salon? Le salon des cafeteuses. Voilà, que j'adore. Cafeteuse, donc pour combattantes du cancer. En fait, moi, ce qui m'a motivée, c'est que dès le départ de la maladie, si tu veux, je suis allée sur les réseaux sociaux. Enfin, j'avais déjà un compte perso sur les réseaux sociaux, mais je m'y suis mis beaucoup plus, et j'ai découvert des femmes qui parlaient de leur maladie, des jeunes femmes, dont Lily Saune avec la guerre des tétons, qui m'a énormément apporté. Après, il y en a eu d'autres après. Mais voilà, des jeunes femmes, en fait, qui parlaient vraiment différemment, finalement, du cancer, qui le tournaient en dérision, qui disaient la vérité, hein, que c'était des moments difficiles, et qui avaient rebondi, finalement, après. Et alors, moi, si tu veux, ça m'a vraiment donné la patate, et je me suis dit, mais c'est nénette, c'est comme ça qu'il faut le faire. En tout cas, elles ont raison. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. Oui, elles t'ont inspiré. C'était un peu je les connaissais pas à l'époque. Enfin, maintenant je les connais, mais je les connaissais pas à l'époque, hormis un like sur les réseaux, ou tu vois. Mais en tout cas, elles m'ont vraiment inspirée, et elles étaient un peu dans les premières aussi, hein, sur tous les réseaux. Hein. Enfin, toutes ces jeunes. C'était pas dans les premières. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Oui, maintenant il y en a beaucoup plus maintenant. Et du coup, moi j'avais envie de réagir comme elle. Je me suis dit, mais c'est la méthode qui va me convenir à moi. Oui. Pour affronter cette étape. Et du coup, j'avais pas encore commencé mes traitements, hein. Donc de là, on a appelé la tumeur. Je dis à mes gamins, on va lui donner un nom, parce que cancer, c'est pas, voilà. Donc de là, on l'a appelé Crabe Vador, crabe, voilà, on dit crabe. Oui. Cancer. Et c'était un moment il y avait un épisode de Star Wars qui sortait au cinéma. Oui. Et mon gamin aimait bien Star Wars, et on est parti sur Crabe Vador. Donc voilà. Et du coup, ça a permis de vivre cette expérience, on va dire, un peu différemment. Alors, il y a eu des moments difficiles, très difficiles par moments, mais j'ai toujours essayé de garder quand même, tu vois, cette positivité. Et du coup, j'ai aussi voulu rendre ça à la fin de mes traitements. Oui. Alors ça, c'est mon côté, j'étais assistante sociale, on parlera peut-être de tout ça après, mais mon côté un peu mise en relation, envie d'aider les autres. Oui. Et j'ai imaginé, je me suis dit, mais moi, si ces femmes m'ont aidée dans mon parcours, c'est qu'elles peuvent aussi en aider d'autres. De mon côté, j'avais aussi ouvert une page Facebook où je communiquais sur ma maladie, et ça en aidait d'autres. Tu vois, j'avais des bons retours en me disant, oh là là, ce que tu nous dis, t'es cash, tu prends pas de détour, ça nous fait du bien, c'est un moins seul. Et je me suis dit, mais si du coup, au lieu d'être individuellement toutes derrière notre écran, on se réunissait toutes dans un lieu, Et c'est là, en fait, que l'idée du salon des cafeteuses a commencé à germer. Donc, je suis allée voir mon centre de soins. Je leur ai dit, moi, j'ai créé une association qui s'appelle Des Gommes Crabes.
Donc, avec des gommes crabes, les premières années, on a surtout reversé des fonds pour la recherche pour le cancer. Voilà, on a reversé 6 000 € par des petites manifestations qu'on faisait dans mon petit village. Oui. Et puis après, donc, je suis allée voir, je dis, voilà, moi, je veux mettre ça en place et tout, mais j'ai pas de locaux, je suis toute seule. Vous voulez bien m'accueillir, mais carrément, on va même t'aider, Séverine. Et fantastique, voilà. oui. Et donc, l'idée, voilà, c'est parti comme ça. Et donc, je me suis mis à contacter un peu toutes les nénas, déjà, moi, qui m'avaient aidée pendant mes soins, puis toutes les autres que j'ai découvertes aussi après. Alors, à l'époque, il n'y avait pas trop d'hommes. Maintenant, il y en a qui commencent un peu plus à s'exprimer. Et donc, le salon des caféiteuses est né. Alors, c'était pas que cancer du sein, c'était tous les cancers? Non, c'est tout type de cancer, oui. Tout type de cancer, c'était ça, le salon des caféiteuses, ouais. Okay. Et le salon des caféiteuses, donc, réunit, en fait, le fil conducteur, c'est vraiment la résilience. Donc, réunit, si tu veux, des histoires de résilience. Donc, c'est toutes des femmes ou des hommes qui sont passés par l'étape cancer et qui ont rebondi, qui en ont fait finalement une force. Donc, certaines ont créé une entreprise, d'autres ont écrit un bouquin, comme toi, par exemple, ou créé un podcast. Oui. Il y en a d'autres qui ont créé une association. Voilà. Donc, en fait, on est à peu près 25 stands, parce qu'on ne peut pas en mettre plus non plus. Et on se réunit. Et c'est, si tu veux, ça se passe au cœur du centre Léon Bérard, sur le parvis, en fait, le hall d'entrée aussi. Et c'est vraiment finalement d'impulser, moi mon objectif, c'est vraiment d'impulser de l'espoir en plein cœur de ce centre de soins. Et de voir des sourires, de la joie dans un centre d'onco, c'est quand même pas rien, tu vois. Enfin, c'est juste énorme même. Et, fantastique. Et en fait, ça a été annulé à cause du Covid, mais ça va reprendre. Ah oui. Alors là, on l'a fait 2 années de suite. Donc, c'est super chouette parce qu'il y a vraiment des bons retours. Donc, tu as tous les gens qui sont en soins ce jour-là, bien sûr, qui viennent et qui disent « mais nous, ça nous fait du bien de voir ça, vous êtes toutes passées par là ». Tu as les soignants aussi qui nous disent « mais ça fait du bien parce que nous, on vous voit toujours dans les mauvais moments et on voit qu'après, il y a une vie après ». Oui, tout à fait. Puis, il y a des temps forts, tu vois. Il y a 5 heures, on fait une Zumba avec les profs d'APA du centre. Mais c'est géant, quoi. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Donc, ça a eu lieu 2 années de suite. L'année dernière, malheureusement, ça a été annulé pour cause de Covid. Le salon était prêt, les intervenants, tout, mais bon, annulation. Cette année, malheureusement, c'est pas très bien engagé non plus. On n'en sait rien, en fait. Mais... en fait, c'est toujours un petit peu pour les mêmes raisons sanitaires. Oui, tout à fait. J'ai fait le point avec le centre Léon Bérard qui accueille le salon. Eux, pour le moment, ils ne peuvent pas se permettre, surtout dans un centre d'onco. On pourrait éventuellement l'imaginer peut-être plus sur la fin d'année, sauf qu'en fait, on a une partie du salon, si tu veux, qui est dehors. Alors, c'est un parvis qui est couvert, mais qui est dehors pour pouvoir accueillir plus de monde. Donc, tu vois, après, sur novembre, décembre, il risque de faire... C'est pas tout à fait approprié, mais bon, on verra où en sera la situation sanitaire à ce moment-là, quoi. Donc, après, il y a un salon, je suis en train de préparer. Alors, je ne peux pas encore t'en dire trop aujourd'hui parce que c'est encore un petit peu dans les starting blocks, mais cette année, en tout cas, il y aura sur un salon en virtuel. En virtuel, oui. Voilà, avec une nouvelle plateforme, l'Univerca, qui vient de se mettre en place, où on pourra rentrer dans le salon avec des petits avatars, discuter avec les stands, enfin, quelque chose qui devrait être assez sympa. Pour le moment, voilà, j'ai une visio la semaine prochaine pour en parler, pour avancer sur le projet. Ça, c'est avec des gommes crabes aussi? Ça, c'est avec des gommes crabes? Voilà, okay. Non, ça sera le salon des caféiteuses, mais de manière virtuelle cette année. Si on peut faire quelque chose en présentiel, même peut-être plus petit, on le fera. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. Tout à fait. Et puis, j'espère bien qu'en 2022, on va faire un méga salon de caféiteuses, même peut-être plusieurs, je ne sais pas. Oui, c'est ça, rattraper. En France, nous soyons... Rattraper les 2 années. C'est ça, parce que c'est sympa le virtuel, mais ça manque quand même. Et puis, l'essence même du salon, c'est justement de se voir, de se rencontrer. C'est ces émotions-là qu'on ne retrouve pas forcément dans le virtuel. C'est un peu différent. Alors, on parle de ces réseaux sociaux, Qu'est-ce que tu dirais aux femmes, voilà, qui connaissent pas grand monde par rapport aux réseaux sociaux et la maladie? Moi, ça m'a aidé. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont pas du tout branchées réseaux sociaux et à ce moment-là, c'est plus compliqué. Après, réseaux sociaux, ça veut pas dire qu'on doit mettre sa photo, qu'on doit être hyper actif dessus, tu vois. Ça peut être juste de se créer un compte et puis d'aller un petit peu voir ce que font les autres, comment elles communiquent sur la maladie. Moi, au départ, en fait, j'avais pas forcément un compte dédié cancer, mais d'aller voir en tout cas ce qui se passait, de voir que d'autres personnes avaient rebondi, ça m'aidait.
Et Tout puis à fait. après, si elles sont plus à l'aise, en fait, sur les réseaux, c'est vrai je trouve qu'il y a vraiment une chouette communauté. Alors Super maintenant, communauté. Je me permets de te poser la question ouais, parce que c'est vrai que j'ai rencontré énormément de gens qui disaient on était tellement seuls. Et puis, oui. quand on s'est mis sur les réseaux, on a rencontré d'autres femmes parce que finalement, qu'est-ce qui est de mieux qu'une femme qui a eu le cancer? C'est ça. Voilà, donc les expériences sont similaires. C'est pas toujours facile de parler à la famille. Parce qu'on a beau, moi, j'ai la chance d'avoir eu un conjoint qui m'a super bien entourée, des amis et tout, mais n'empêche que quand tu vis pas la maladie, tu peux pas, c'est pas pareil. Et c'est vrai que c'est ça, en fait. Sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment trouvé d'autres personnes qui vivaient les mêmes choses que moi ou qui les avaient vécues. Et ça m'a vachement aidée parce que t'es seule finalement. Même si t'es entouré par ta famille et tes proches, tu te sens, t'es quand même seule dans ce que t'es en train de vivre, quoi. Ah ben, t'es complètement seule. Et Moi, ça, je me c'est disais, énorme. oui. Et moi, Quand maintenant, j'ai des copines de partout. Regarde, même en Belgique. Voilà. Même en Belgique, il va falloir venir maintenant. Non, c'est vrai, hein, finalement. Moi, c'était même le soir. Je me disais, ben voilà, mon mari est juste à côté de moi. Ouais. Mais je me sens quand même très seule dans la maladie. C'est ça. T'es entourée, mais t'es seule dans ce que tu vis, en fait. Exactement. Même si tu l'expliques, tu le vis. Enfin, ils le vivent pas dans leur chair. C'est compliqué, du coup, de... Mais on se sent moins seul avec toutes les autres sœurs de combat. Donc, tu as une force qui s'émane, je trouve, de cette collectivité, de cette communauté. Exactement. Alors, parle-nous de ton projet Oser la résilience. Oui. Déjà, le titre est magnifique. Oser la résilience. Alors, d'où il vient? Parce que on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Hein. Oser la résilience. On va repartir sur les réseaux sociaux un petit peu, mais du coup, voilà, je suis très présente sur les réseaux avec l'association, puis parce qu'aussi j'en ai fait maintenant mon métier. Et j'échange vraiment avec pas mal de personnes. Et il y en a beaucoup qui me disent « Ah, c'est super ton salon des caféiteuses ». Mais moi, j'ai des idées, mais j'ose pas me lancer, je sais pas comment faire. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont envie de se réinventer, en fait, après la maladie. Mais voilà, qui savent pas, qui osent pas, qui voilà. Et je me suis dit, finalement, il y a le salon des caféiteuses, mais il faut prévoir un avant, un before, un before, et aider toutes ces personnes qui ont envie et qui osent pas. Donc, c'est pour ça que ce projet Oser la résilience est né. C'est magnifique, c'est magnifique. Et voilà, donc là, c'est la 2e année. Donc, il s'adresse vraiment aux personnes qui ont été touchées par un cancer, n'importe quel type de cancer. Et voilà, comme je te disais tout à l'heure, qui ont envie de se réinventer. Et donc, on a un jury. Alors, ça, c'est un projet qui a lieu chaque année? Oui, alors là, c'est la 2e année. Hein. Tout à fait. C'était un peu un pari l'année dernière. Je me suis dit, on va voir si ça va marcher. J'ai reçu 18 dossiers l'année dernière, donc ce qui était pas mal pour une première. Donc tous des projets de gens qui ont eu le cancer, voilà, et qui voulaient faire quelque chose, voilà, en lien avec le cancer, avec la maladie ou pas spécialement. Pas forcément, mais souvent en fait, tu vois tous les dossiers que moi j'étais pas dans le jury, mais je les ai tous lus. Hein. Tous ceux qu'on a eu l'année dernière, c'était quand même les personnes sont restées sur le cancer, ouais. Mais après, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être de se dire, moi, ma résilience, c'est maintenant, je sais pas, j'étais comptable, je sais pas, j'ai envie de devenir socio-esthéticienne parce que ça m'a vachement aidée, tu vois. Voilà, il y a pas de règle finalement. Et ça peut être un projet soit entrepreneurial, soit associatif. Et du coup, la lauréate, cette année, il y en aura 2. Voilà, ensuite est accompagné pendant une année. De coaching, de coaching, ouais, voilà. Exactement. Donc, par We Care at Work pour la partie entrepreneuriale et puis par Assopreneur pour la partie associatif. Et voilà, donc il y a vraiment un coaching sur une année pour l'aider à réaliser son projet. Bon, elle a 500 € aussi de l'association. Bon, c'est une petite somme, mais ça permet de débloquer 2-3 choses. Elle a une vidéo, un interview en fait avec le média We Are Patient. Ah, mais c'est formidable. Ah oui, et j'ai rajouté aussi cette année, du coup, elle aura un accompagnement, un coaching réseaux sociaux, puisque c'est maintenant mon taf, donc je vais offrir ça aussi aux lauréates de cette année. Voilà. Le nouveau métier de Séverine, dont elle va nous parler Tout après. Est lié, hein, donc... Tout est lié. C'est formidable, c'est vraiment formidable, et c'est vrai que voilà, c'est un événement qu'on n'a pas choisi dans notre vie.
Non. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour transformer cet obstacle en tremplin? Et je trouve, comme toi, je trouve aussi que c'est très inspirant de voir d'autres personnes qui l'ont fait, de donner espoir, de redonner espoir. Qu'est-ce qui t'a fait avancer aussi pendant tous tes traitements? C'était justement tout ça, c'était tous ces projets qui venaient après? Bah, c'était vraiment le partage, vraiment de voir d'autres personnes qui avaient avancé. Ça m'a vraiment, cette communauté, en fait, avec le cas, hein, m'a vraiment aidé de ne pas me sentir seule et de voir qu'il y avait un après et que l'après, il pouvait être différent, certes, mais aussi bien. Donc ça m'a aidé. Et puis oui, d'avoir des projets. Donc quand je suis tombée malade, déjà, j'étais en train de faire construire ma maison. Donc inutile de dire que ça m'a bien occupé la tête du coup, pendant mes soins, hein, quand tu vas construire une maison. Donc voilà. C'est un beau projet. Un beau projet. Et puis voilà, j'avais ce projet d'association, j'ai écrit beaucoup. Ça m'aidait aussi, moi, d'animer la communauté. Alors à l'époque, c'était pas des gommes crabes, c'était mon Ibar versus Crabador, j'avais appelé mes réseaux. Ça m'aidait en fait d'animer. Je donnais en fait, je donnais des choses à ma communauté. Et on reçoit plus, mais bien voilà, sûr. Et du coup, voilà, c'est vraiment cette réciprocité qui m'a aidée et de me projeter dans des projets. Dans des projets de voyage, dans des projets, peu importe le projet, en fait, de te projeter, ça aide. Bien sûr. Alors après tout ça, Salon des cafeteuses, Oser la résilience, raconte ce que tu as encore développé. Alors, cette année, j'ai mis en place aussi avec l'association un projet qui s'appelle La parole est à vous. Alors, qui a débuté, pas sous ce nom, au début d'année. J'ai ouvert en fait un blog collaboratif en janvier. Sur le site internet des Gommes Crabes. Donc voilà, je publie à peu près 2 articles par mois. Là, j'en ai plusieurs en attente, où j'avais envie de laisser la parole aussi à d'autres personnes. Alors ça peut être des témoignages, mais ça peut être aussi, voilà, moi je sais pas, j'ai testé l'hypnose. Pendant mes soins, j'ai envie de parler de l'hypnose. Enfin voilà, alors, faut des conseils, des témoignages et des conseils, ouais. Voilà. Après, le fil conducteur, faut quand même que ça soit toujours, faut que ça soit quelque chose qui porte un message positif, tu vois. Bien sûr, oui. D'espoir. Voilà, un message d'espoir. On peut ne pas être bien, voilà, mais il faut qu'il y ait quand même un message d'espoir. Je veux rester dans ma ligne de conduite, sur le fil conducteur en tout cas de l'assaut. Et puis, du coup, alors là, c'est tout récent. En fait, il y en a qui me disaient, moi, nous, on aimerait bien témoigner, mais nous, on sait pas trop écrire, c'est pas notre truc. Donc, je lance aussi, du coup, la possibilité de faire des vidéos témoignages, des petites vidéos 3-4 minutes. Alors, j'en ai encore pas eu. Hein, j'espère que les premières vont arriver. Peut-être toi, Delphine, d'ailleurs. Oui, je prépare la mienne, mais... Et voilà, toujours pareil, fil conducteur, la résilience. Moi, je suis pas des Gommes Crabes, n'est pas dans la prévention parce qu'il y a d'autres associations qui le font et qui le font super, super bien. Et voilà, donc moi, c'est plus sur donner de l'espoir, quoi. Voilà, vraiment. Et l'après, alors, est-ce que tu as eu, comment tu t'es sentie, est-ce que tu as eu un après-cancer, un espèce de contre-coup, ou tu l'as pas vraiment senti grâce à tous tes projets? Si, je l'ai senti quand même. Tu l'as senti quand même, oui. Alors, je pense que j'ai mis beaucoup de projets en place aussi pour me protéger un petit peu de ça. Oui. Pour éviter de trop penser. C'est une stratégie, hein. C'est une stratégie, oui, je sais parce que je fonctionne un petit peu comme ça, mais c'est pas forcément une bonne stratégie parce que... Mais c'est pas forcément une mauvaise stratégie, hein. Non, mais je pense que c'est bien quand même à un moment aussi de lâcher les choses. Il faut que les choses aussi, elles sortent. On a vécu des choses difficiles. Et je trouve que si, je l'ai quand même eu ce contre-coup et je suis même encore un peu dedans, tu vois. Je commence un petit peu à m'en sortir, mais en fait, quand on est malade et qu'on est dans les soins, en fait, tu poses ton cerveau, hein, concrètement, tu poses ton cerveau, t'avances, tu fais tu t'es même plus maître de ta vie, tu fais ce que les médecins te disent, tu fonces, dans des rails, oui. Tu réfléchis pas trop, tu veux sauver ta peau, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Et puis après, plus tu t'éloignes et plus tes neurones se reconnectent, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et là, tu prends conscience. Enfin, tu vois, moi, c'était vraiment ça. C'est après, j'ai pris conscience de ce que je venais de traverser et de vivre. Et je me dis putain, ouais, j'ai quand même traversé tout ça. C'est énorme en fait. C'est énorme. Oui, mais c'est vraiment ramasser les petits morceaux après le passage du raz-de-marée, quoi. Ouais, et maintenant je suis vachement plus émotive sur, tu vois, que tu vas peut-être m'en reparler.
et ben, tu vois, je vais me mettre je vais avoir les larmes aux yeux ou quoi, parce que je me dis, j'ai traversé ça, tu vois. Enfin, et je trouve que c'est pas si simple aussi, parce que souvent l'entourage, lui, a envie de tourner la page, ce que je peux comprendre. Sauf que toi, quand tu l'as vécu dans ta chair, c'est un petit peu différent. Et voilà, et on n'a plus trop envie d'en parler. Même je vois les amis qui étaient proches n'ont pas forcément envie de parler de mon cancer qui est passé et il est plus là. Sauf que moi, des fois, j'ai besoin, tu vois. Alors, bon, j'ai des copines caféiteuses, donc c'est très bien. On se voit, on se fait une bouffe, on s'appelle, tu vois. Et est-ce que tu crois que le fait de travailler, d'être resté dans ce domaine-là, bon, je le dis pour moi aussi, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de résonance, nous garde peut-être un petit peu là-dedans aussi ou, Alors, je t'avoue que je me suis posé la question. Je me suis posé la question encore très récemment, puisque bon, il y a l'association, mais je développe aussi mon activité de community manager sur les réseaux, vraiment ciblée aussi au niveau de l'oncologie. Et je me dis... oui, si on faisait une petite parenthèse, là, justement, pour expliquer ce que tu veux développer, comme ça, en plus, c'est un message qu'on envoie. Ouais, et puis je reviendrai parce que du coup, en fait, cette question, je me la suis posée aussi par rapport aux professionnels. Voilà. Donc oui, alors, si on fait la parenthèse travail, donc moi, depuis que j'ai été malade, effectivement, j'ai beaucoup développé des choses sur les réseaux sociaux, et j'ai découvert le métier de community manager que je ne connaissais pas, très, très peu. Que tu peux expliquer quand même, parce que moi je vois très bien, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident pour tout le monde, mais community manager, en fait, du coup, tu aides les marques, les entreprises, les assos, à développer leur communication sur les réseaux sociaux. Mais alors, c'est pas juste tu fais un post, quand tu as envie, c'est un travail de marketing derrière. Donc, tu as vraiment une stratégie de communication à mettre en place en fonction de la personne, de ton client avec qui tu travailles. Donc, tu as les posts, tu as toute la création de contenu à faire, que ce soit des visuels, des photos, le texte, de publier. Après, tu as toute la modération aussi avec la communauté, d'aller faire aussi grandir le compte en interagissant avec d'autres personnes. Après, tu as toute une partie analyse de voir ce qui marche pas. C'est un vrai métier, je le dis, parce que c'est parfois encore trop peu connu ou mal perçu en se disant c'est bon ton boulot, ça va, quoi. Tu fais des posts sur Instagram et sur Facebook. Non, il y a quand même une stratégie derrière. Et le but, c'est de transformer ta communauté en client. En tout cas, quand tu es une entreprise, tu vois. Tout à fait. Et quand c'est une assoce, c'est de faire grandir la communauté. Grandir ta communauté, déjà pour toi, pour tes adhérents, pour être proche, en fait. Quand tu es une assoce, je trouve que c'est important, les réseaux sociaux, parce que tu es proche de ta communauté. Et puis, honnêtement, si tu as besoin aussi de chercher des partenaires financiers, c'est intéressant que tu aies un peu de visibilité quand même, quoi. Exactement. Ouais, alors la question, c'était ça. Donc, j'ai décidé de rester dans ce domaine. La grande question, c'était de m'éparpiller. Oui, c'est pas grave, mais mon travail d'assistante sociale. Et en fait, j'ai eu l'opportunité depuis un peu plus de 2 ans maintenant de travailler dans ce domaine. Je ne sais pas si on peut citer la marque ou. Bah oui, moi je pense. On peut citer la marque. Oui. Chez Osalis. En plus, je sais que tu as interviewé Isabelle aussi. Exactement. Isabelle, en fait, je l'ai rencontrée parce que je l'avais sollicitée sur le premier salon des caféiteuses en lui disant, écoute, elle venait de créer Osalis. Moi, je crée ce salon. Je dis, écoute, j'aimerais bien que tu sois là parce que c'est une chouette histoire de résilience, tout ça. Donc, elle est venue, et puis on a gardé contact. Et puis, elle savait que je voulais changer de travail. Et puis, elle me dit, écoute, Séverine, je vois que tu aimes bien les réseaux sociaux. Moi, je trouve personne qui me fait ma com comme j'aurais envie parce que c'est très, très market, c'est très les concours, les trucs. Moi, je suis pas là-dedans. On s'adresse à des femmes touchées par la maladie. Et est-ce que ça t'intéresse ? Je lui dis, écoute, oui, moi, après, j'ai pas de formation. Je me suis formée de manière autodidacte, des MOOC, des groupes, des choses. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler comme ça, en tant que community manager. Et puis aussi d'autres petites choses du coup que je fais puisque j'étais salariée d'Osalis. Et puis maintenant, j'ai envie tu vois, le cancer s'éloigne et j'ai envie de passer à l'étape au-dessus. J'ai vraiment cette envie en fait de travailler pour moi et d'entreprendre. Et donc là, je me suis lancée en freelance. Donc, Osalis reste mon client. Et si Isabelle m'écoute, je la remercie du coup de Tout ce cadeau. Fait. Elle nous écoute certainement. Oui.
Et voilà. Et donc, j'ai vraiment décidé de développer, choisi même de développer mon activité, donc, et de community manager. Puis, je vais faire aussi, je vais proposer aussi des coachings, en fait, Instagram, pour les marques, les associations, les boutiques dédiées aux personnes touchées par le cancer. Voilà. Oui, donc voilà. Donc, tu restes dans ce domaine-là. Je reste dans ce domaine parce que je pense qu'en plus que c'est, en marketing, sur les réseaux, ce qui est important, c'est quand même de connaître ce qu'on appelle, tu sais, le client idéal, de bien connaître les attentes de ton client, ses besoins. Donc, moi, je suis passée par là. Donc, oui, exactement. Et puis bon, voilà, c'est en plus pour faire connaître toutes ces marques qui sont excellentes. Ouais. Voilà, pour tous les. Et donc, c'est vrai que tu disais, tu t'es posé la question, est-ce que je reste dans ce domaine-là ou pas? Et alors. Mais en fait, tu as une expertise dans ce domaine, mais tu sors un petit peu. Est-ce que tu as l'impression que ça correspond aussi avec la fin de l'hormonothérapie ou petit à petit, tu sors de ce cancer, en fait, finalement, hein? Je sais pas, parce qu'en fait, j'en sors sans en sortir, finalement. Parce que oui, j'ai mon expertise sur les réseaux sociaux de community manager, mais je reste quand même dans le domaine oncologie, tu vois. Tout à fait. Et c'est vrai que je me suis posé la question encore il n'y a pas longtemps à me dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que peut-être que je ne devrais pas aller faire le même boulot, mais je ne sais pas, moi, sur complètement autre chose, tu vois, sur le voyage, Parce que je me disais, mais est-ce que du coup, c'est pas malsain peut-être de rester dans ce domaine-là? Est-ce que c'est pas c'est une réflexion intéressante, ouais. Ouais. Est-ce que c'est pas entretenir finalement cette maladie de ne pas vouloir tourner la page je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse en fait. Moi, après réflexion, je pense que ça dépend de chacun. Et en fait, moi, écoute, non, je crois que j'en ai besoin. J'ai envie de rester là. Après, c'est aussi mon côté peut-être assistante sociale. Mais oui, non, et puis j'ai envie en fait d'aider dans ce domaine-là. En tout cas, pour le moment, je me ferme pas les portes. Peut-être que j'en sais rien, dans 3-4 ans, peut-être que je ferai le même boulot, mais je voudrais plus entendre parler du cancer et peut-être que j'en sais rien. Moi, ça sera pour complètement autre chose, tu vois, pour de l'art, je sais pas. Mais ce que je ressens quand même, c'est toujours ce fil conducteur de résilience aussi. Ouais. Donc, je veux dire, voilà, cancer ou pas cancer, il y a quand même toujours cette résilience, cet espoir, ce dynamisme au cœur de toutes tes activités. Ouais. Pour l'instant, j'en suis là. Je me dis, ce que la maladie m'a appris, c'est vraiment de ne pas non plus anticiper 20 ans à l'avance parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Et je me dis, aujourd'hui, j'en suis là. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je le fais comme ça parce que je le sens comme ça et c'est ce qui m'anime en fait tous les jours. Et puis le jour où peut-être ça deviendra lourd à un moment donné, peut-être, j'en sais rien, dans 1 an et demi, j'aurai fini l'hormono, tu vois, peut-être que ça deviendra trop lourd d'être dans ce milieu-là. Et écoute, c'est pas grave, je rebondirai de nouveau sur autre chose. Et puis c'est pas, tu sais, j'étais secrétaire commerciale. Ensuite, j'ai repris mes études avec 2 gosses. J'ai été assistante sociale pendant plus de 10 ans. J'ai été malade. Maintenant, je suis community manager. Dans 10 ans, on verra bien. Je peux te dire. Est-ce que la vie oui. surprendre? Tout à fait. Est-ce que ça, c'est ton changement de philosophie, on va dire, de vie? Si tu pouvais dire, voilà, en quelques phrases, voilà, le cancer m'a appris 3 petits points. Le cancer m'a appris à oser. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que je pense que cette philosophie de vie, je l'avais déjà quand même en moi. Tu vois, le cancer, il ne change pas fondamentalement. C'est pas non plus, voilà. Mais par contre, il y a peut-être des choses que j'aurais pas osé. Et maintenant, je me dis, merde, j'ai qu'une vie. Je veux dire, qu'est-ce que je risque d'essayer? Donc, en fait, c'est ça. Je crois que vraiment, le cancer m'a aidé à oser vivre. Oser vivre mes rêves, mes envies. Voilà. Oh, c'est formidable. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une meilleure manière de clôturer un podcast. Je sais pas si tu veux encore t'adresser aux femmes ou dire quelque chose, mais oser vivre, c'est quand même oser la résilience, oser vivre, c'est tellement porteur d'espoir. Oui, non, mais c'est bien de clôturer sur ces mots-là et de dire que même si, alors malheureusement, on le sait, il y a encore de trop nombreux décès, la médecine avance, donc continuons à soutenir la médecine, bien entendu. Bien sûr. Et puis, mais il y a aussi des gros progrès. On est de plus en plus à sortir de cette épreuve, ou même les filles qui ont des cancers métastatiques. Alors attention, c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, elles ont des traitements qui stabilisent sur des années, tout ça, ce qui n'était pas le cas avant. Donc oui, osons profiter de ce temps qui nous est donné pour vivre à 300%, quoi.
Exactement. Écoute, merci Séverine. Après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps, et puis après le beau temps vient la pluie aussi, et puis c'est un éternel. C'est ça. Éternel up and down. Sous la pluie. Voilà. Oui, exactement. Une de mes citations favorites. Écoute, merci Séverine. Eh ben, merci à toi, c'était un plaisir. C'était un vrai plaisir, j'adore ta pêche, légendaire, toujours. Et je t'embrasse très très fort. Moi aussi, grosse bise à la France, à la Belgique et partout. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!